Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur ce Facebook Live avec quelques minutes de retard. Actualité oblige, j'ai enlevé les rideaux, je vais parler de cette décision qui vient d'être prise par le chef d'État camerounais, Paul Biya, de libérer 289 Camerounais anglophones qui sont actuellement détenus dans les prisons au Cameroun. C'est une décision qui a été prise par le chef de l'État camerounais selon la présidence de la République pour pouvoir résoudre la crise anglophone. C'est de gaieté de cœur que nous pouvons accueillir cette décision parce que ce soit des personnalités comme le cardinal Toumi, que ce soit des hommes politiques comme Maître Akeremouna ou Maurice Kamto, que ce soit des hommes qui ont un œil réfractaire à la guerre et qui dès le départ avaient dit non à la guerre, tels que l'Aziz Ncharé, ou même moi, nous avons dit on ne peut jamais résoudre cette guerre. On ne peut jamais gagner cette guerre et on ne pouvait jamais résoudre la crise anglophone par la force des armes. Mais malheureusement, les faucons du régime, assoiffés de sang, toujours dans leur rôle de zombies, nous ont fait croire que l'armée camerounaise pouvait remporter cette guerre et devait écraser les anglophones comme des rats, et que l'État, le gouvernement, ne pouvait pas discuter avec ce qu'il qualifiait de terroristes. Nous y voici donc. Cette crise qui a commencé en 2016, qui ne demandait que le dialogue, la négociation, se termine ou se poursuit dans des rivières de sang, dans des océans de sang. Et aujourd'hui, ce que Paul Biya est en train de faire, nous allons dire, hélas, que de gâchis, que de vies perdues, que de familles meurtries, que l'armée elle-même désemparée. À quel niveau sommes-nous lorsqu'on essaie de faire le bilan de cette guerre qui n'a donc pas été gagnée et qui s'achève presque en queue de poisson, mais qui n'est pas encore terminée parce qu'il ne suffit pas d'un décret pour terminer cette guerre. Mais le bilan provisoire que nous pouvons établir ce soir, c'est quoi? Non seulement il y a eu 700 morts et plus, plusieurs villages qui ont été incendiés, brûlés, des corps qui jusqu'à présent restent totalement perdus, des familles décimées, 350 000 réfugiés au Nigeria, près de 400 000 sur le territoire camerounais et beaucoup de familles actuellement réfugiées dans les buissons. Et quand on regarde sur le plan économique, c'est un chaos total parce que cela a constitué une véritable hémorragie sur les fonds publics et dans les caisses de l'État, puisque lorsqu'on regarde seulement le rapport du GICAM, c'est-à-dire que le groupement interpatronal du Cameroun, qui date de juillet 2018, on se rend compte que l'État du Cameroun a déjà perdu dans cette guerre 289 milliards. Et au niveau des emplois, 6 434 emplois perdus. Là, c'est les chiffres de juillet. Sans pour autant oublier qu'il y a 8 000 autres emplois qui, selon le GICAM, seraient totalement menacés. Toutes les structures qui pouvaient constituer le poumon économique de ces deux régions sont totalement au point mort bas, annihilées, détruites. Quand on regarde par exemple que la région du nord-ouest produit par exemple 70% du café arabica et qu'aujourd'hui elle a perdu à peu près 43 000 tonnes, donc 52 milliards, c'est énorme. Quand on se rend compte que par exemple dans le sud-ouest,
la production nationale du cacao, rien que le sud-ouest, à 45%. Or, les populations ont abandonné leurs plantations et le Cameroun va beaucoup encore saigner pour pouvoir revenir à cette culture qui pouvait vivre des populations. Sans pour autant oublier la CDC. La CDC, sur 29 sites, on se rend compte que 10 ont totalement fermé. 12 fonctionnent partiellement. Ce qui veut dire que sur les 29, comme je disais, à peu près 7 sites seulement fonctionnent. C'est une catastrophe. Que ce soit la production d'huile de palme ou encore beaucoup d'autres choses, c'est pour vous dire que tout ça aujourd'hui est presque mort. Et pour que ces régions puissent vivre, il faut un véritable plan Marshall, ce qui signifie que l'État du Cameroun doit faire un effort hors norme pour pouvoir reconstruire, pour pouvoir réhabiliter des populations et pour pouvoir faire que les choses reviennent à l'ordre. Où est-ce que Paul Biya va trouver cet argent? Voilà la grande interrogation. Lorsqu'on sait aujourd'hui que les caisses de l'État du Cameroun sont totalement vides et que le budget qui vient d'être voté à l'Assemblée à 4 850, à 4 000 milliards ne peut pas résoudre cette crise parce que ça n'a pas été prévu. Or, il a créé un comité de désarmement, de réhabilitation et tout ce qu'on peut bien entendre. Mais comment est-ce qu'il va procéder? Puisqu'il faudrait certainement qu'il y ait d'abord ce qu'on va appeler un dialogue, ce qui va appeler aussi un campement, qu'on puisse regrouper ces gens qui sont dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, qui ont pris des armes et qui doivent être certainement réintégrés dans l'armée camerounaise ou qui doivent tout au moins être réintégrés dans la société. C'est un travail de longue haleine. Est-ce que Paul Biya va respecter son engagement? Là encore, j'en doute. Puisque en 1993, il y avait déjà la All Anglophone Conference qui était déjà en train de vouloir résoudre ce qui était déjà donné comme une véritable crise, une véritable bombe. Or, qu'est-ce qui en était sorti de ces résolutions? Qu'il fallait retourner au fédéralisme à 2 États. Biya avait fait semblant d'accepter, mais il ne l'a jamais appliqué. En 1995, c'était la même chose. Donc 5000 personnes se réunissent quand même. Et Biya fait semblant d'accepter, et puis il ne fait rien. Si Biya aujourd'hui accepte de libérer les anglophones, ce n'est pas de gaieté de cœur qu'il le fait. C'est sur injonction des puissances occidentales. En effet, depuis un certain temps, les sénateurs américains, particulièrement 10, ont commencé à faire le lobbying. Et ça a commencé à prendre une grande envergure en demandant aux États-Unis d'intervenir militairement au Cameroun. Et Donald Trump, qui avait déjà aussi agi pour que Paul Biya ne soit pas à Paris pour le sommet de la paix, a activé encore et a donné un avertissement à Macron, lui demandant qu'il devait amener totalement Paul Biya au dialogue, sinon ce serait une intervention armée. Raison pour laquelle, il y a quelques jours, vous avez pu constater que l'ambassadeur de la France au Cameroun s'est déplacé pour aller à étudier au palais présidentiel pour dire à Paul Biya, il n'y a plus d'autre issue pour ce conflit, ou vous négociez, ou ce sera une intervention militaire. C'est donc face à la force que M. Paul Biya, sachant que son régime était en danger et qu'il devait être délogé, c'est donc précipitamment qu'il a pris cette mesure en demandant qu'on puisse libérer ces anglophones. 289. Nous osons espérer que Michel Bianton, le journaliste qui a eu à défendre cette cause et qui était devenu l'ennemi de la République et qui se trouve actuellement à la prison centrale de Kondengui, va aussi bénéficier de cette mesure. Nous osons croire que le ministre de la Défense pourra libérer tous les anglophones sans pour autant mettre le frein à main
comme c'est toujours l'habitude, chaque fois qu'il se trouve au pied du mur, on libère une petite vague et après, on fait encore marche arrière en faisant le chantage. Les engagements de Paul Biya sont très difficiles à tenir, comme le disait peut-être déjà, comment on l'appelait, Alexandre Dumas fils, qui disait que les promesses des dictateurs sont comme des anguilles, difficiles de les tenir. Donc pour l'instant, nous accordons le bénéfice du doute à M. Biya pour qu'il puisse, enfin, même si ça fait tard, même s'il a gâché autant de vies humaines, mais qu'il reconnaisse qu'il a pris un mauvais chemin. On ne peut pas faire la guerre contre son peuple. Je l'avais dit à plusieurs reprises que M. Biya ne gagnera jamais cette guerre et qu'il devait aller au dialogue. Et les pro-nazis, ceux qui ont toujours cru à la barbarie, qui disaient force à la loi, devraient désormais fermer leur bec pour comprendre qu'ils ont conduit toujours le Cameroun à l'état de la barbarie. Et aujourd'hui, nous sommes en sursis